Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Éclat de vie propulsé par la FENVAC. Nous sommes aujourd'hui à Metz en compagnie du professeur Tarquinio qui va pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le MDR et à quoi ça sert et comment est-ce qu'on s'en sert. Bonjour professeur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots qui vous êtes ? Oui, je suis donc professeur des universités à l'Université de Lorraine sur le site de Metz. Je suis responsable de tous les masters de psychologie clinique sur l'Université de Lorraine, donc il y a 5 ou 6 parcours types. Je suis responsable d'un des parcours types également qui est centré autour de la question du psychotraumatisme. Je suis directeur adjoint d'une unité INSERM qui s'intéresse à l'évaluation des interventions, en particulier dans le champ de la psychologie, des psychothérapies, et notamment dans le développement des nouvelles formes de psychothérapie. Ce sera notamment le cas de la thérapie EMDR qui s'est largement développée dans cette université. Je suis également le fondateur et le directeur du centre Pierre Janet, qui est une structure unique en France et qui permet de faire de la formation continue pour les professionnels de la santé mentale, qui accueille des patients également. On a à peu près 300 consultations par mois, donc c'est la seule université en France qui fait du soin psychologique dans ses murs. Et également un dispositif d'appui aux chercheurs qui permet de les accompagner dans le développement de leurs programmes de recherche. En fait, le Centre Pierre Janet, c'est produire des connaissances, diffuser les connaissances et mettre en application les connaissances dans le champ de la psychothérapie et dans une psychothérapie qui se veut ouverte et intégrative. Et enfin, outre le fait que j'ai écrit plusieurs ouvrages, je suis éditeur en chef d'une grosse revue internationale qui est l'European Journal of Trauma and Dissociation, qui est une grosse revue internationale sur la question du trauma et de la dissociation. Voilà. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler de l'EMDR, qui est une pratique thérapeutique qu'on rencontre beaucoup, notamment chez les patients ayant vécu un trauma. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est l'EMDR ? Donc c'est une thérapie qui a pour ambition de s'attacher, grâce à une stimulation très spécifique du cerveau, à un retraitement de certains souvenirs traumatiques. Refaisons un peu d'histoire, parce que c'est quand même important. 1987, c'est la première publication, premier travail, on parle dans notre jargon d'études randomisées contrôlées ou d'études contrôlées randomisées. En d'autres termes, c'est le premier travail vraiment scientifique sur la thérapie EMDR, qui est développé par une dame extraordinaire qui s'appelle Francine Shapiro. Elle a une intuition un jour, elle fait sa thèse en neurosciences, elle a le cancer et il y a des peurs comme on peut les rencontrer parfois dans la vie, en particulier dans cette maladie. Et comme ça peut nous arriver, on fait des choses particulières, des fois bizarres, et elle bouche ses yeux avec ses pensées négatives en voulant suivre des mouvements d'oiseaux. Et elle se rend compte, à vouloir suivre ces mouvements d'oiseaux avec ses yeux, que sa charge émotionnelle, ses peurs, eh bien, se sont atténuées, comme si quelque chose s'était passé en quelques fractions de secondes. Et elle réitère l'exercice et ça marche à nouveau. Vous voyez, ça va à l'encontre de ce qu'on dit habituellement. Il faut cesser de penser et arrêter de penser aux choses négatives. Là, c'est tout l'inverse. Elle va chercher les émotions négatives et elle stimule le cerveau avec ce qui a fait la célébrité de cette thérapie, des mouvements oculaires.
Et puis les résultats, effectivement, sont aussi au rendez-vous. Il y a une baisse significative de l'intensité de la détresse liée à ces événements. Alors évidemment, cette thérapie ne se réduit pas seulement à des mouvements oculaires ou à des stimulations. Il y a tout un ensemble d'étapes, 8 en l'occurrence. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette thérapie, à laquelle il ne faut pas attribuer de choses trop magiques, hein. Cette thérapie est une thérapie très intéressante. Cette thérapie pose des tas de questions, mais cette thérapie n'est pas une solution à tous les maux du trauma. D'accord ? Mais en revanche, on a montré, et ce que je vais dire est très important, dans le cadre de ces fameuses études contrôlées randomisées, que cette thérapie était très efficace. Mais l'efficacité ne suffit pas. Je dirais que les gros enjeux aujourd'hui de l'EMDR, c'est pas de se poser la question de est-ce que ça marche ou pas. Aujourd'hui, il y a plus de discussion à avoir. C'est une thérapie qui est recommandée par l'OMS. C'est une thérapie qui est recommandée par l'HAS. C'est une thérapie qui est recommandée par tous les grands instituts pour la prise en charge du trouble de stress post-traumatique. Toute la question aujourd'hui, c'est comment ça marche. Et alors ? On a là un enjeu de recherche majeur qui consiste à comprendre où se joue l'efficience des psychothérapies. Et ça, c'est l'enjeu de la recherche pour les années à venir. Est-ce qu'aujourd'hui, le MDR peut être utilisé dans d'autres cas que pour le trouble de stress post-traumatique ? Alors, on a de plus en plus de travaux et la thérapie EMDR, elle est passée d'un statut de technique à un statut de psychothérapie. Et donc, on a vu émerger dans ce champ-là tout un cadre de prise en charge, d'abord qui est parti du TSPT, on l'a vu, qui est ensuite allé sur tous les troubles liés à la comorbidité du TSPT, troubles anxieux, troubles dépressifs, et puis ça s'est élargi. Aujourd'hui, on a des gens qui ont travaillé et qui travaillent sur les addictions aux produits, les troubles du comportement alimentaire, la dépendance aux produits à proprement parler. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les douleurs neuropathiques. Mais on voit aussi que de plus en plus, sur le deuil, ça marche très très bien. Mais c'est un ajustement, c'est une adaptation. Voyez, sur les séparations aussi. On a également beaucoup travaillé sur les conséquences des maladies. Alors attendons-nous bien. L'EMDR n'est pas la réponse à tout. Je crois que justement, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. C'est l'ère de l'indication thérapeutique. Il y a des thérapies qui sont très utiles dans la prise en charge de certains troubles. Par exemple, l'hypnose marche très bien sur les problèmes de douleur, sur les problèmes d'addiction, par exemple. Les TCC sont très efficaces sur la prise en charge des troubles obsessionnels compulsifs, par exemple, sur les phobies, par exemple. Le MDR est très efficace sur, effectivement, le TSPT et d'autres types de troubles. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est que il n'y a pas une thérapie magique. On a des thérapies à disposition, charge aux thérapeutes, soit de les connaître, soit de travailler en réseau pour orienter au mieux ces patients en fonction non seulement de ces troubles, mais de l'évolution de ces troubles au cours d'une thérapie. Et qu'il faut admettre que parfois on peut commencer avec un thérapeute et finir avec un autre. Mais ça va encore plus loin. Vous savez sur quoi on travaille aujourd'hui ? On travaille sur les effets du microbiote, sur les états émotionnels. On travaille sur les effets du trauma, sur l'épigénétique. Aujourd'hui, la psychothérapie ne peut pas se limiter, c'est réduire à la psychologie. On a besoin d'aller chercher dans les autres disciplines des éléments de compréhension beaucoup plus larges qui vont nous permettre de prendre en charge de façon heuristique les patients qui viennent nous solliciter. La science, dans son ensemble, nous donne des outils nouveaux pour penser la psychothérapie. Ça doit sûrement pouvoir s'appliquer aussi au fait de faire du sport ou de faire attention à son sommeil aussi. Exactement. Et je vais même aller plus loin. J'ai sorti un livre qui s'appelle La santé ne tombe pas du ciel, dans lequel effectivement je montre comment les animaux de compagnie ont des effets sur la santé mentale, comment les balades en forêt ont des effets sur la santé mentale à cause des essences qu'on va trouver dans la forêt, comment le jardinage a des effets sur la santé mentale, non seulement à cause de l'exercice, mais aussi parce qu'on trouve des bactéries dans la terre dont on montre qu'elles ont des effets antidépresseurs. On peut plus faire l'économie de ça.
Voyez. Et de ce point de vue, il nous faut une vision heuristique. Il nous faut une vision beaucoup plus large des phénomènes. Et c'est un peu l'état d'esprit du Centre Pierre Janet, par exemple. Est-ce que le MDR peut ne pas être recommandé dans certaines situations ? Oui, mais c'est rare. C'est rare. Aujourd'hui, le MDR s'adapte. Par exemple, on a développé tout un ensemble de protocoles en urgence. Ce sont des protocoles d'urgence qui remplacent les techniques de débriefing pour les gens qui viennent d'être confrontés à des catastrophes naturelles. Moi, j'ai travaillé avec une étudiante turque sur la prise en charge des familles et des enfants qui avaient été confrontés au décès de leur père dans des mines en Turquie, donc des catastrophes naturelles. Et on a développé des protocoles d'urgence qui permettent de prendre en charge des patients dans l'heure qui suit. On a mis en application après les attentats de Paris, ici en Lorraine, des prises en charge pour les Lorrains qui étaient au Bataclan. On a développé des protocoles de prise en charge pour les jeunes Lorrains qui étaient au Stade de France lorsqu'il y avait les attentats du Stade de France. Et on les a pris en charge avec leur famille dans des dispositifs de groupe avec un substrat qui est celui de la thérapie EMDR, des protocoles qui ont été développés par nos collègues mexicains. Donc il y a vraiment peu de contre-indications, et je dirais que les contre-indications pour la thérapie EMDR sont les mêmes que pour les autres, et je vais être précis. Il n'y a pas de contre-indication pour la psychothérapie, sauf que aborder de façon trop brutale le traitement des réseaux traumatiques, ça peut être problématique. Et qu'il y a tout un travail de stabilisation qui peut être plus ou moins long en amont de la prise en charge psychothérapeutique. Et je fais le distinguo entre la stabilisation et le caractère plutôt curatif de la prise en charge. La stabilisation, elle relève de 3 dimensions. Elle est cognitive, elle est psychocorporelle et elle est relationnelle. Cognitive parce que il s'agit d'informer les patients sur leur état. Quand vous avez un patient qui a un trouble dissociatif ou un TSPD, mais un trouble dissociatif, c'est encore des plus grosses pathologies, on lui explique. On fait de l'éducation thérapeutique. Et donc, ça permet déjà de comprendre que quand j'ai des flashs dans ma tête, c'est pas n'importe quoi, je deviens pas dingo, quoi. Ça permet d'expliquer pourquoi je suis toujours irritable et pourquoi j'ai envie de taper sur tout le monde. Vous voyez, on fait de l'explication. Donc, on a une prise cognitive. Bien. Deuxième chose, c'est que on va donner des techniques pour gérer ses émotions. Techniques de respiration, des techniques qu'on appelle de lieux sûrs, c'est-à-dire on va doter le patient de compétences qui lui permettent d'autogérer son état interne. Troisième dimension de la stabilisation, c'est particulièrement vrai lorsqu'on a des traumas du lien, lorsqu'on a eu des gens qui ont été confrontés à des événements traumatiques durant leur enfance, leur adolescence. C'est souvent les proches qui sont à l'origine de ça. Donc ça vient casser le lien. Et on est en plein dans des problématiques d'attachement, en fait. Et c'est reconstruire un lien d'attachement avec le thérapeute, alors que ce sont des gens qui ont perdu confiance. Comment voulez-vous avoir confiance au monde lorsque ceux qui n'auraient jamais dû vous faire du mal vous ont abîmé ? Voyez. Donc ça, c'est le volet stabilisation qui est important, qui peut prendre beaucoup de temps. Et ensuite, on a la question de la prise en charge à proprement parler, plus curative, où là, on va rentrer dans la prise en charge des réseaux traumatiques, des réseaux de mémoire traumatique. La seule contre-indication, c'est la compétence du thérapeute. Nous, à la FENVAC, on travaille surtout sur des traumas qu'on dit simples, notamment des personnes donc, qui ont vécu des attentats ou des accidents collectifs, c'est-à-dire des crashs d'avions, des trains qui déraillent, ce genre de choses. Est-ce que dans ces situations-là, on peut aborder le MDR comme potentiellement une thérapie brève ? Alors, d'abord, je voudrais répondre en 2 temps, si vous me permettez. Je vais répondre directement à votre question, d'abord, et dans un deuxième temps, il faut qu'on développe un autre point. Oui, on peut considérer, lorsqu'on est confronté à un vrai TSPT, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire que tout allait bien jusqu'à l'accident, et puis, depuis l'accident, ça va pas. Là, on peut considérer que le MDR, voilà, il y a un travail de stabilisation très court, et puis on peut mettre en place la thérapie, et là, ça peut aller, entre guillemets, assez vite. D'accord ? En 3, 4, 5 séances, on peut traiter le problème. Lorsqu'on a un TSPT, parfois même plus vite. Bon. Donc ça, c'est pas un souci. Et je vais vous dire, je trouve inacceptable, scandaleux, qu'on ne propose pas à ces patients-là
ce type de thérapie et qu'on les amène encore vers des thérapies verbales. C'est pas assez. Il nous faut des démarches curatives et on les a à portée de main. On ne peut pas éthiquement laisser ces patients-là, pour lesquels on a des recommandations, être dans une errance thérapeutique, avec des thérapeutes qui ne sont pas en mesure de leur apporter des éléments de réponse précis, concrets, adaptés et curatifs. Et le MDR, comme le TCC par exemple, sont en la matière des thérapies efficaces, qui ont fait leurs preuves et qui, entendons-nous bien, sur un TSPT, fera le job. Maintenant, je voudrais quand même modérer mon propos. Nous avons tous une histoire. Je veux dire, un événement qui arrive, le crash d'avion, l'accident du travail, la violence dans la rue, les attentats. Je veux dire, n'oublions pas quand même que notre cerveau est dans notre boîte crânienne depuis que nous sommes nés, et même avant, et nous avons enregistré tant d'événements, y compris d'événements traumatiques, pour lesquels nous nous sommes plus ou moins adaptés, et cet événement qui arrive dans notre vie d'adulte est, il faut jamais l'oublier, susceptible de réouvrir la boîte de Pandore et de réactiver des choses que nous pensions enfuies. Et parfois on est surpris de voir comment ces événements dits simples, mais vont balayer et faire voler en éclats un équilibre qui n'était que précaire. Et nous sommes tous les dépositaires de cet équilibre précaire. Nous sommes tous des équilibristes. Il en faut peu pour que ça soit déséquilibré et que ces événements qui auraient dû nous conduire peut-être à être impactés plus ou moins fortement avec un tableau clinique assez simple, déclenchent des réactions qui surprennent tout le monde. Et là, c'est une autre histoire. Super, merci beaucoup, professeur Tarquinio. Cet épisode sera du coup en 2 parties parce qu'on va parler juste après des maladies chroniques et du trauma. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode numéro 2. Bonne journée. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.